L'épidémie, et après donc la prise en charge de ces deux flambées au niveau des trois wilayas, la situation commence les deux épidémies actuellement. Donc, nous sommes en phase descendante, mais il faut maintenir également donc la vigilance. Ce qu'on a remarqué, c'est que il faut renforcer les compétences des professionnels de la santé parce qu'on s'est aperçu sur le terrain qu'effectivement chacun traitait de façon différente donc la prise en charge du malade, alors qu'il y a des directives, il y a des donc, consensus qui existent pour la diphtérie, le paludisme et le paludisme. Donc cette journée va servir à rafraîchir donc les mémoires par rapport à ces deux pathologies du point de vue clinique, également du point de vue de la prise en charge, pour que tout le monde soit au même pied d'égalité et au même niveau de connaissance pour pouvoir agir en cas de diphtérie. Je pense qu'il faut que chacun soit en phase d'alerte, parce qu'on s'est aperçu aussi que donc en été nous avons eu des alertes à Tipaza, d'importation qui était venue à Tipaza pour la cueillette des fraises. Donc, mais ils ont été donc identifiés et pris en charge rapidement. Donc, je laisse la parole à nos experts pour vous présenter d'une manière globale la conduite à tenir devant un cas de diphtérie et devant un cas de paludisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Fourin, monsieur le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé. Chers amis, bonjour. Ça fait plaisir de vous voir si nombreux assister à cette conférence qui est nécessaire, qui s'impose. Vous allez nous dire que nous avons pris du temps pour l'organiser, mais comme vous le savez, monsieur le directeur général vient de citer. Aussi, pourquoi je voudrais tout d'abord remercier nos équipes. Recording in progress. Et peut-être à l'origine de véritables urgence de diagnostic et de prise en charge thérapeutique, il est important de dire qu'elle n'est pas immunisante et qu'elle est à déclaration obligatoire. Le fait qu'elle ne soit pas immunisante nous impose d'être à jour dans notre vaccination. Elle touche aussi bien les enfants que les adultes, surtout nous la voyons chez l'enfant, mais également l'adulte, tout âge peut être concernée. Autrefois, elle était fréquente, mais la venue de la vaccination préventive obligatoire a nettement fait régresser sa survenue et actuellement, un risque de réémergence est signalé au niveau de nos frontières. La clinique, elle est simple. Elle a un élément qui nous fait penser à ce diagnostic, c'est la présence une étude bactériologique sera réalisée qui se basera aussi bien sur la culture, sur la PCR et les tests toxiniques. Le traitement ne se discute pas, il doit être fait dans l'urgence. Il repose bien sûr sur une sérothérapie antidiphtérie, une antibiothérapie et dès qu'il y a suspicion de sans attendre la confirmation microbiologique, antibiothérapie, et bien sûr, revoir la vaccination s'il n'a pas bénéficié et la conforter également. La vaccination, elle est obligatoire avec un respect des rappels du calendrier vaccinal. C'est la meilleure prévention que nous avons comme arme contre cette maladie. Sans trop tarder, il faut savoir que son réservoir est strictement localisé au niveau de l'euro et sa contagiosité est estimée de
propagation. Recording in progress. Spécificité, c'est qu'elles sont recouvertes d'un enduit blanc nacré qui siège au niveau des amygdales. Elles ont un caractère d'adhérence, elles sont cohérentes, elles sont reproductives. Soit on Recording in la sortie du progress. malade et des complications malheureusement peuvent émailler, d'où l'intérêt de la surveillance jusqu'à 90 jours. Il faut savoir qu'on peut avoir des complications tardives qui peuvent apparaître au cours de la convalescence, en absence de traitement. Merci beaucoup, professeur Achor, pour cette présentation très complète. Donc, vous nous avez replongé dans nos études. Alors, pour la clarification. Et maintenant, je demande au professeur Talim Amar de venir parler du diagnostic. Professeur Talim Amar, que vous connaissez, c'est notre expert. C'est le chef du département de la microbiologie à l'Institut Pasteur Algérie, mais aussi responsable du laboratoire national de référence. On a la chance de l'avoir ici parce que c'est là où vous envoyez vos échantillons pour le diagnostic et pour la confirmation. Professeur Talbot, merci. Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Merci d'avoir pris votre temps pour assister à cette importante visioconférence qui traite dans le cadre qui survient dans le cadre d'une conjoncture particulière que traverse notre pays. Alors, il m'a été demandé de partager avec vous un petit peu les points essentiels. Il ne s'agit pas d'un cours académique qu'on va présenter, mais on va revenir sur des points essentiels qui vont... Si, ça s'affiche là. Donc, il m'a été demandé de parler du diagnostic au laboratoire, vu que pour la diphtérie, le diagnostic de laboratoire joue un rôle très important pour la confirmation des cas. Pour ce faire, je tiens à rappeler que tout ce que je vais dire figure dans la circulaire ministérielle qui a été donc faite en avril 2023, qui est venue mettre à jour la circulaire qui existait déjà en 2007. Cette mise à jour a été motivée par la survenue de quelques cas qui ont été donc diagnostiqués et confirmés. Ça a été dit, mais on le rappelle quand même, et c'est important, je le note, la diphtérie, pour les microbiologistes seulement du laboratoire, c'est important de noter que c'est une urgence diagnostique et thérapeutique.
Alors, c'est une toxi-infection, donc il y a la notion de toxine, la mise en évidence de la toxine. Jusque-là, on parlait uniquement de Corynebacterium diphtheriae. Depuis maintenant quelques années, on parle du complexe diphthérié, qui comprend 3 espèces, l'espèce diphthériae, ulcérans et pseudotuberculosis. Ces 3 espèces, à fréquence variable, peuvent être toxinogènes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une infection à Corynebacterium ulcerans ou pseudotuberculosis toxinogène, même si cela reste très rare. Cette notion, c'est important de retenir que c'est le complexe diphthérié. Actuellement, chez nous, c'est uniquement l'espèce diphthériée qui a déjà été incriminée dans des cas de diphtérie. Alors, si on voit l'évolution classique de la maladie, on voit ici que dès le début des symptômes, le prélèvement peut être fait et donc le diagnostic de laboratoire peut être posé et le cas confirmé ou pas. Corynebacterium diphtheriae, il faut le rappeler, c'est une bactérie strictement humaine. Je parle de l'espèce diphthériée, tandis que l'ulcérans et le pseudotuberculosis, l'ulcérans en particulier, c'est une espèce zoonotique qui est retrouvée donc chez l'animal. Responsable de la diphtérie, on le rappelle, qui est une toxi-infection. Le principal problème de cette infection, c'est la production de la toxine, donc est considéré comme cas de diphtérie les souches toxinogènes. Le deuxième élément qu'il faut savoir, c'est que toute espèce de diphtérie, vous pouvez avoir un corynédiphtérie non toxinogène, et ce n'est pas, c'est pas de ça dont il s'agit aujourd'hui, c'est pas la diphtérie épidémique dont il s'agit. L'autre élément également qu'il faut retenir, je m'adresse à l'ensemble des collègues qui nous écoutent, c'est que c'est une maladie bien sûr évitable par la vaccination, mais au niveau du diagnostic, la forme la plus fréquente que l'on a jusqu'à présent confirmée, c'est la forme respiratoire, mais il ne faut pas écarter les autres formes, notamment les formes cutanées, qui peuvent peut-être survenir et donc alerter avant la survenue de la forme respiratoire qui, elle, est essentiellement une forme épidémique. Dans les formes grave, vous pouvez avoir à isoler un Corynebacterium diphtheriae à partir, par exemple, des hémocultures. Mais ça, c'est vraiment dans les formes compliquées. Alors, rappelons que l'espèce diphthériae comporte 3 biovars. C'est important aussi de le savoir. C'est le biovar mitis, gravis et intermedius. Sur le plan pratique, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les prélèvements. Devant un cas suspect cliniquement, c'est ce qu'avait présenté Madame Professeure Achour tout à l'heure, vous suspectez un cas de diphtérie, quels sont les prélèvements à faire, comment les conserver et comment les transporter. Pour suspecter ce cas, il y a des critères cliniques, mais également des critères épidémiologiques. Les critères cliniques, bien sûr, ce sont les cas de pharyngite devant un cas de rhinopharyngite, ça a également été présenté, mais également devant, surtout, essentiellement, une angine pseudomembraneuse. Les critères épidémiologiques, c'est une personne qui présente une angine, mais qui revient d'une zone d'endémie, qui aurait séjourné, ou bien qui avait été en contact d'une personne qui avait été atteinte qui a été confirmée pour la diphtérie. Alors, les types de prélèvements. Tout d'abord, notez qu'il faut qu'ils soient réalisés avant toute antibiothérapie. Pour les formes respiratoires, c'est le prélèvement pharyngé, donc le prélèvement de gorge, communément appelé prélèvement de gorge, qui doit être réalisé à l'extrémité ou en dessous de toute pseudomembrane si celle-ci est présente. Donc, retenez que la pseudomembrane n'est pas toujours présente, même si elle est quand même fréquente, accompagnée d'un prélèvement nasal, mais dans le cas où vous avez une angine pseudomembraneuse, il faudra vérifier la PCR, on le verra tout à l'heure. Cutanéo-muqueux pourrait être fait également. Jusqu'à présent, dans notre laboratoire, sur toutes les séries que nous avons fait de tout temps, même des épidémies qu'on a connues durant les années 90, on a eu un seul cas de diphtérie cutanée. Alors, c'est important aussi de rappeler les règles d'hygiène et de sécurité avant de faire le prélèvement. Le personnel de santé qui réalise les prélèvements doit être protégé, c'est-à-dire avec un EPI, porter des masques médicaux type FFP2, des gants, se laver les mains avant et après, une blouse à manches longues, mais également des lunettes de protection au mieux. Par ailleurs, et j'insiste sur ça, le personnel de la santé doit être correctement vacciné et faire ses rappels vis-à-vis de la valence diphtérie. C'est très important, je pense que le professeur Smati le dira également. Alors, sur ce tableau, j'ai essayé de faire un tableau synthétique pour être pratique, et après, je pense que lors de la discussion, il y aura certainement des questions. J'ai resynthétisé un peu le tableau qu'il y a sur la circulaire ministérielle. Vous avez sur la colonne de gauche
le type de prélèvement, soit vous avez un écouvillonnage pharyngé ou bien nasal, ou bien une fausse membrane. Je vais commencer par le plus simple, c'est la fausse membrane. Quel diagnostic vous pouvez demander? C'est la culture et la PCR. Donc, on peut faire à partir de la fausse membrane une PCR et une culture. Quel dispositif pour le prélever? Vous avez besoin de pinces stériles pour détacher la fausse membrane à partir de la gorge. Conditions de conservation, bien sûr, idéalement, comme tout prélèvement destiné à la microbiologie, c'est un transport immédiat. Mais vu les distances, vu les circonstances, vous pouvez être appelé à conserver votre prélèvement à ce moment-là. Vous pouvez le garder à +4 pendant 24 à 48 heures. Je rappelle au passage que Corynebacterium est un genre bactérien qui n'est pas exigeant, qui résiste relativement bien. Ceci n'empêche pas qu'il faut faire de votre mieux pour l'acheminer au laboratoire le plus vite possible. D'abord pour confirmer le cas. Alors, dans quoi je vais mettre ma fausse membrane? Eh bien, je vais la mettre dans un tube stérile. Ça peut être un tube à vis, pratiquement. Ça peut être un tube en plastique. L'important, c'est la stérilité du tube. C'est très important. Il faudra mettre un peu d'eau physiologique stérile. Et j'insiste sur le volume parce qu'on a eu à recevoir des prélèvements dans des quantités de 10 millilitres, ce qui a complètement dilué le prélèvement. Ne dépassez pas les 2 millilitres, grand maximum 5 minutes d'eau physiologique. Mais vraiment, 2 minutes, c'est vraiment l'optimal. Maintenant, on va voir pour l'écouvillonnage pharyngé et l'écouvillonnage nasal qu'on voit ici. Alors, si c'est destiné à la culture, je dis bien la culture, vous pouvez utiliser un écouvillon en coton ou en nacron, ça n'inhibe pas. Mais si vous voulez destiner votre écouvillon, c'est ce qui est recommandé pour la PCR, il faut absolument utiliser un écouvillon en nacron ou en polyester. Alors, c'est très simple. On résume d'une manière générale pour toutes les PCR. Les écouvillons en bois sont proscrits parce qu'ils inhibent les PCR et le coton également est proscrit. Le nacron, c'est quoi? En fait, on dit écouvillon nacron et c'est un nom de marque. C'est une sorte de matière plastique qui se trouve au bout de l'écouvillon. Visuellement, vous avez l'impression que c'est du coton, mais c'est pas du tout du coton. Donc, j'insiste. Et là aussi, permettez-moi de faire une remarque. On a eu à recevoir des prélèvements de la part de confrères au niveau des villages, notamment les villages du Sud, qui ont utilisé les anciens milieux de transport et écouvillons nacron qu'on avait utilisés pour la Covid et qui les ont mis dans les milieux de transport destinés à Covid. Ce n'est pas du tout indiqué pour le diagnostic de la diphtérie, pas plus que pour les autres bactéries, pour la simple raison que ces milieux de transport contiennent des antibiotiques, donc ils vont inhiber la culture. Donc, s'il vous plaît, n'utilisez pas ces milieux de culture, utilisez des milieux de transport, pardon, utilisez des milieux de transport adéquats, indiqués. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, ces milieux de transport, ça peut être un milieu d'amis que vous pouvez commander, un milieu de Stuart, il y en a plein, ou bien un milieu d'enrichissement, vous le connaissez, c'est une gélose inclinée que l'on appelle la gélose de Lofter que vous pouvez également communiquer en local, commander en local. Le cas échéant, si vraiment vous n'avez pas de milieu de transport, il n'est pas interdit de le mettre dans un tube sec, un tube stérile. Vous mettez votre écouvillon dans un tube stérile, sec, un tube à vis qui ferme. Ça marche très bien. Je veille donc sur 2 points. La stérilité. Ne pas utiliser un milieu de transport qui contient des antibiotiques. Ne pas utiliser d'écouvillon tige en bois ni tige en coton. Alors, autre point également pour les prélèvements, c'est l'étiquetage des fiches de renseignement. N'oubliez pas que c'est une bactérie ou c'est une maladie qui a déclaration obligatoire, c'est une maladie qui est rare chez nous, qui est sous surveillance, donc il faut absolument qu'on arrive à localiser le cas qui a été confirmé. Pour cela, sur l'étui de l'écouvillon, il est important de mettre le nom, le prénom, la nature et le lieu de prélèvement, l'origine du prélèvement quand on dit l'origine, c'est-à-dire la localisation, de quelle localité il vient, parce qu'il y a beaucoup d'homonymes parmi les malades, il peut y avoir une confusion, donc c'est très important pour nous, quand on fait notre déclaration aux structures concernées, de bien donner l'origine du prélèvement, la date et l'heure, bien entendu, pour qu'on puisse en tenir compte dans notre diagnostic. D'autre part, la fiche de renseignement, là également, est importante. Nom, prénom, l'origine du patient, de quelle wilaya, de quel quartier, de quelle commune, c'est très important. Est-ce qu'il s'agit d'un sujet malade ou d'un sujet contact? Là aussi, c'est important parce que nos confrères épidémiologistes, quand on leur fait la déclaration, il faut qu'ils sachent quelle est la conduite à tenir. Le statut vaccinal, est-ce que c'est un sujet vacciné ou pas? Mais également, est-ce qu'il a une antibiothérapie en cours?
Là, c'est un modèle de fiche qu'on utilise au niveau de l'Institut Pasteur, mais je pense qu'au niveau de la circulaire, il y a également une fiche d'enquête que vous pouvez également suivre. Alors, le diagnostic laboratoire, maintenant ça y est, on a fait notre prélèvement, on va passer au niveau laboratoire. Il faut savoir évaluer votre risque puisque c'est une bactérie qui doit être manipulée dans un laboratoire de type P2, absolument sous PSM de type 2A. Ça, c'est très important pour éviter les contaminations de laboratoire. Là également, il faut un équipement de protection individuelle, un FFP2, une surblouse, gants, lunettes de protection. D'ailleurs, d'une manière générale, tous les prélèvements respiratoires devraient être manipulés sous PSM dans un laboratoire de microbiologie. Le lavage des mains est de rigueur avant et après, et la vaccination n'insistera jamais assez antidiphthérique du professionnel de la santé, particulièrement ceux du laboratoire, devrait se faire de manière régulière selon les recommandations requises. Alors, on a schématisé ici de manière succincte pour que vous voyez. Alors, le diagnostic direct de la diphtérie se fait, comme je le disais, de deux façons, par PCR à la recherche du gène tox, puisque c'est les souches toxinogènes qui confirment le diagnostic de la diphtérie, ou bien aussi et par culture, qui permettent l'isolement et l'identification de Corynebacterium diphtheriae, lequel, cette souche, quand elle est positive, permet de faire un test que l'on appelle le fameux test d'ELEC, qui lui va permettre de mettre en évidence l'expression de la toxine. La PCR, elle met en évidence le gène qui code pour la toxine, tandis que le test, lui, le test d'ELEC, va mettre en évidence l'expression. Ça veut dire que ma bactérie, elle a le gène, elle peut avoir le gène, elle peut ne pas exprimer la toxine. Mais là, avec l'ELEC, je suis sûre qu'elle exprime la toxine et c'est ça qu'on appelle donc Corynebacterium diphtheriae, diphtérie maladie. C'est ça qui est responsable de la diphtérie maladie. Alors, si le test est positif, la souche est considérée comme toxinogène. S'il est négatif, la souche est classée comme Corynée diphtheriae non toxinogène et on n'est pas dans le cas de diphtérie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la technique de référence la culture et le test d'ELEC, c'est important, c'est la technique de référence pour la mise en évidence de la toxine. La culture, elle a aussi un autre élément, c'est les profils de sensibilité aux antibiotiques. Et là, j'attire votre attention que dans certains pays voisins, au niveau de nos frontières, il y a des souches qui circulent, qui ont un profil de résistance quand même particulier. Et j'attire vraiment votre attention sur ce point. Troisième élément important, en termes de surveillance épidémiologique, on a besoin de connaître quels sont les séquences et quels sont les profils moléculaires qui sont en circulation pour mieux comprendre la circulation de cette bactérie et donc prendre les mesures préventives qui s'imposent. C'est dire l'importance de la culture, on ne dira jamais assez, la PCR ne dispense pas de la culture. Alors, les prélèvements. Concrètement parlant, j'ai essayé d'illustrer avec des photos pour vous montrer les pièges, parce qu'on ne peut pas se dire présence ou confirmer un cas de diphtérie sur la simple base d'une culture à la passe, par exemple, sur un milieu ou d'un examen direct, ça ne suffit pas. Alors, pour les milieux, il y a des milieux riches que l'on appelle la gélose au sang frais, pour les collègues microbiologistes et biologistes qui sont présents à la conférence ici, à la visio. Mais il y a également des milieux qui sont un peu plus spécifiques, à base de telluride, qui permettent de détecter les colonies noires avec un halo brun spécifique de Corynée diphtheriae. Alors, sur le plan morphologique, les Corynebacterium ou Corynebacterium diphtheriae se présentent comme un bacille à gram positif, alors immobile, non sporulé, droit ou incurvé, on peut voir ici des massues, mais qui a la particularité de se présenter en lettres d'alphabet. Donc c'est vraiment une caractéristique du genre. Comment on va interpréter les résultats, et ça c'est très important, je m'adresse surtout aux microbiologistes qui sont au niveau des laboratoires et qui n'ont pour moyen que la culture. C'est important d'avoir quand même, de visionner ce qu'il y a. Je m'adresse à eux particulièrement. Ici, vous avez une photo d'un exemple de prélèvement de gorge où il y a absence de Corynée diphtheriae. Vous remarquerez qu'il y a une légère culture ici, et même ici. Je rappelle que le prélèvement de gorge, c'est pas un prélèvement monomicrobien, ce n'est pas du LCS. C'est un prélèvement qui est polymicrobien, donc forcément, vous allez avoir toute la flore, entre autres, parfois, certains Corynés saprophytes peuvent cultiver. Donc, il faut faire très attention.
Ici, vous avez par exemple à gauche un cas d'un prélèvement positif à Corinne diphtérie. Et là, c'est un mélange de Corinne diphtérie avec une autre bactérie. Pour les biologistes qui sont en train de nous suivre, vous avez ici des colonies noires avec un halo brun, tandis que là, vous avez des colonies noires sur milieu de Tinsdale. Ceci est plus évocateur de Corynebacterium diphtheriae. Je dis bien évocateur parce qu'il faut confirmer. Par contre, les colonies noires que vous voyez là, ce n'est pas du tout suspect. C'est dire qu'il faut vraiment l'avoir vu pour bien faire le diagnostic et repérer les colonies suspectes. Je rappelle et j'insiste, le prélèvement de gorge est un prélèvement polymicrobien, faites très attention. Alors ici aussi, c'est un exercice important pour les gens du laboratoire. Vous avez 3 situations sur une même boîte. Ici, c'est du Corinne diphtheriae. Vous voyez qu'il y a un halo brun avec des colonies noires. Ici, c'est des colonies de staph qui donnent aussi du noir, qui dégradent du telluride. Donc, le Tinsdale n'est pas un milieu sélectif, c'est un milieu d'identification qui permet de faciliter, de repérer facilement les colonies de diphtérie. Et ici, vous avez carrément des colonies de streptocoques qui ont poussé et qui n'ont pas une couleur noire. Là, par contre, vous avez un Corynebacterium, mais d'une autre espèce, Gechium. Regardez l'aspect qu'il donne sur le Tinsdale. Donc, ce que je viens de montrer maintenant nous révèle une chose, c'est que, le milieu Tinsdale, on le cite dans la circulaire, c'est important, il vous permet de repérer les colonies suspectes, mais ça ne vous dispense pas d'une identification, et tout ce qui est noir n'est pas forcément du Corinne diphtheriae. Ça peut aider au diagnostic, mais ce n'est pas un milieu, on va dire, spécifique. Pour ce qui est des tests de toxinogénicité, un test d'ELEC ne peut se faire que si la culture est positive. Ça, c'est clair. Alors, la toxinogénicité ne peut être confirmée que par le test d'ELEC. C'est lui qui permet de prouver que la bactérie produit la toxine. Les méthodes moléculaires, que ce soit une PCR en temps réel ou conventionnelle, peuvent être utilisées pour détecter le gène tox. Au passage, je dis qu'au jour d'aujourd'hui, on espère vraiment qu'il y en aura un prochainement. Il n'existe malheureusement pas de kits commerciaux validés, disponibles, que les personnes peuvent utiliser. Il n'y a que des techniques maison. D'ailleurs, c'est le gros problème dans pas mal de pays dans le monde, que ce soit au niveau des pays frontaliers et même dans le Nord. C'est certains laboratoires de référence qui arrivent à faire cette technique maison qui reste, je ne vais pas dire complexe, ça reste quand même une technique maison qui demande un certain savoir-faire, on va dire, un certain nombre de réactifs. Il n'y a pas de kit. Vraiment, on souhaite vraiment que dans les jours à venir ou les années à venir, on puisse disposer d'un kit validé dans le commerce, auquel cas, ça va être quelque chose qui va rendre beaucoup de services pour une confirmation rapide. Mais surtout, on espère avoir des tests rapides parce qu'ils n'en existent pas au jour d'aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines souches de Corynebacterium diphtheriae peuvent avoir le gène, mais n'ont pas une expression active. Donc, elles peuvent faire une angine, il n'y aura pas les signes toxiniques. Alors, j'ai quand même montré la photo d'un test d'ELEC pour pouvoir visualiser. Alors, le principe du test, il est très simple. C'est mettre une gélose qui a une composition particulière, qui contient du sérum antidiphtérique. Cette gélose contient du sérum antidiphtérique. Et puis, on met les souches. Là, vous avez une agglutination, ce trait blanc, signe que la souche qui est là produit une toxine. Donc, vous voyez que ça relève tout ça pour vous dire que ça demande quand même une certaine technicité. Il y a une façon de le faire sur le plan. C'est pour ça que ça reste quand même un peu partout dans le monde l'apanage des laboratoires de référence et c'est pas un test qui est fait en routine. Honnêtement, c'est pas du tout un test qui est fait en routine. Alors, le diagnostic moléculaire, c'est important de revenir dessus. Il est rapide, il permet de confirmer peut-être les premiers cas. Il est considéré comme complémentaire à la culture et au test d'ELEC, mais je reviens ici directement, il pourrait être utilisé comme test de confirmation autonome dès lors, ça ce sont les critères de l'OMS, dès lors que vous avez au moins 5 cas confirmés dans une région, vous pouvez vous baser uniquement sur la PCR. Autrement dit, premier cas suspect, je dois absolument avoir la PCR, éventuellement la culture, et donc le test d'ELEC. Dès lors que j'ai confirmé les 5 premiers cas dans une région, je peux considérer PCR positif en gène tox comme cas de diphtérie à souche productrice de toxines. Voilà en somme. Alors, j'insiste et je le redis,
pas remplacer et ne dispense pas de la culture. Certains, là aussi, on a vécu des situations, on me dit, bon, voilà, je vous envoie un écouvillon qui date d'une semaine, de 15 jours, juste a posteriori, etc. C'est pas la peine de faire la culture. J'ai dit non, c'est très important. Pour la diphtérie, la culture garde sa place. Alors, vous pouvez avoir des situations où vous avez des PCR positifs, des cultures négatives, d'accord? Ça, c'est tout à fait normal. La place de la sérologie. Là aussi, on a été sollicité par certains cliniciens. Oui, est-ce que vous faites la sérologie? La sérologie n'est pas un outil de diagnostic pour la diphtérie. Elle n'a d'importance que pour connaître le statut vaccinal statué sur le taux d'anticorps de l'antitoxine diphtérique. Mais ce n'est pas un outil qui est utilisé pour le diagnostic de la diphtérie. C'est important de le souligner. Alors, ce résumé-là, il figure au niveau de la circulaire ministérielle. On va essayer de le lire ensemble on va essayer de le simplifier pour voir comment est-ce qu'on va lire cet algorithme qui reste vraiment très utile, que vous pouvez imprimer à partir, vous prenez cette page, vous l'imprimez, vous l'affichez, c'est très simple. On va démarrer de là, si vous voulez bien, et ça, j'avance un petit peu sur ce que va dire notre collègue, le docteur Hanoun. Alors, devant un cas suspect, vous avez un patient, vous suspectez cliniquement votre cas. Comme c'est un cas de diphtérie, vous avez deux situations. Soit vous avez un laboratoire qui peut faire un diagnostic, soit vous n'avez pas la possibilité de faire un diagnostic. On commence par ne pas avoir la possibilité de faire un diagnostic. S'il y a des notions de cas contact avec un cas déjà confirmé en laboratoire, à ce moment-là, vous le considérez comme un cas épidémiologiquement relié au cas contact. Par contre, s'il n'y a pas cette notion, c'est un cas cliniquement compatible. Maintenant, je reviens au test de laboratoire. Dans le cas où, devant votre cas suspect, vous avez eu la chance de pouvoir faire votre prélèvement et je vous recommande de le faire, il devrait être obligatoire, vous l'adressez au laboratoire. Vous avez 4 cas possibles. Le premier cas, culture positive avec un test d'ELEC négatif. C'est un Corynebacterium, mais non toxinogène. Ce n'est pas un cas de diphtérie. C'est autre chose. Deuxième cas, culture négative, Gentox négative. C'est également un cas rejeté par rapport à la diphtérie. Ça ne veut pas dire que votre patient n'est pas malade, il a peut-être autre chose, mais ce n'est pas ce qu'on est en train de chercher. Culture négative, PCR positive. Aucun contact avec un cas confirmé, c'est-à-dire que c'est la première fois que vous le faites, vous devez absolument évaluer le contexte épidémiologique au cas par cas, voir un petit peu ce qui se passe dans la région, est-ce qu'il y a un risque ou pas. Sachant que si vous avez plus de 5 cas déjà confirmés dans la région, la PCR positive seule suffit, ça ce sont les recommandations de l'OMS, suffit pour pouvoir classer le cas. Par contre, si vous avez une notion de cas contact, c'est un cas épidémiologiquement relié. Maintenant, le cas, j'allais dire malheureusement idéal, parce que c'est quand vous avez une culture positive, un ELEC positif, franchement, c'est CQFD, c'est ce qu'on cherche, c'est une souche de Corynebacterium toxinogène. À ce moment-là, c'est un cas confirmé en laboratoire. Après, vous voyez si c'est une forme respiratoire, non respiratoire, bénigne ou autre. Donc, vous voyez que votre tableau, vous devez commencer ici. Après, est-ce que j'ai un test de laboratoire? Est-ce que je n'ai pas de test de laboratoire? Mais c'est important d'exiger la culture et la PCR et surtout de tout faire pour en termes de qualité de prélèvement, délai d'envoi, type de milieu de transport, etc. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions concernant le diagnostic microbiologique, je vous ai mis l'adresse du laboratoire pour les collègues microbiologistes ou biologistes qui sont avec nous en ligne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Talimamou. Après avoir écouté la clinique, on a fait le diagnostic bactériologique. Là, on va passer à l'épidémiologie et l'importance de la surveillance. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir Dr Hanoun, que vous connaissez bien, qui va nous définir les cas et qui va aussi parler de tout ce qui est épidémio, surveillance et la notification surtout. Merci.